Pour certains voyageurs, le paradis recèle des dangers insoupçonnés. Dans ces tragédies, ce qui avait commencé comme un voyage ordinaire s'est terminé par une catastrophe inimaginable, prouvant qu'au cœur des lieux les plus splendides, le destin peut basculer de façon dévastatrice. Découvrons comment des vacances se sont transformées en cauchemars. La journée avait promis d'être riche en émotions et en aventures, mais ce qui aurait dû être une session de surf exaltante sur la côte sud de l'Australie occidentale s'est transformé en une tragédie indicible. Ce fut un jour qui allait à jamais changer la vie de ceux qui en furent témoins, particulièrement de ceux qui, impuissants, virent l'inimaginable se dérouler sous leurs yeux. Pour Stephen Payne, un Néo-Zélandais de 37 ans, le surf était devenu une passion profonde dès ses années universitaires à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, et il restait un élément constant de sa vie même après son installation à Geelong, dans l'état de Victoria. Il était un directeur des ventes et du marketing très respecté, un pompier volontaire dévoué et une âme aventurière qui s'épanouissait dans le voyage et les activités de plein air. Ceux qui le connaissaient le mieux le décrivaient comme un doux géant, grand, fort, mais aussi bienveillant et décontracté, avec une loyauté inébranlable envers sa famille, ses amis et son cher chien, Poppy. Aux côtés de sa partenaire de longue date depuis 12 ans, il s'était lancé dans un périple en caravane de 6 mois à travers l'Australie, avide de découvrir de nouvelles vagues, de nouveaux paysages et le simple plaisir de la route. Le lundi 10 mars 2025, Stephen et sa partenaire s'étaient arrêtés à Wharton Beach, une plage isolée réputée pour ses conditions de surf exceptionnelles. Stephen, toujours avide de se retrouver dans l'eau, se lança dans le surf. Il se trouvait à environ 50 mètres du rivage, dans une eau qui montait jusqu'à la poitrine, accompagné de 2 autres surfeurs. Le moment était parfait jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Sans avertissement, un requin gigantesque frappa avec une force brutale, attaquant Stephen. Ses cris déchirèrent le calme tandis que ceux se trouvant sur la plage, y compris sa partenaire, regardaient horrifiés et impuissants l'attaque. Dans le chaos de l'assaut, il n'y eut aucune chance de sauvetage, aucune possibilité pour les personnes présentes de faire autre chose que d'observer l'eau se teinter de rouge. En quelques instants, Stephen n'était plus. La mission de secours initiale se transforma rapidement en une sinistre opération de récupération. Les autorités se précipitèrent sur place, fermant la plage et déployant des équipes de recherche en mer, mais les espoirs de retrouver le corps de Stephen s'amenuisèrent rapidement. Un témoin, qui faisait voler un drone à ce moment-là, captura involontairement l'horrible scène qui suivit l'attaque. Les images ne laissaient aucun doute sur ce qui s'était passé. Une quantité énorme de sang dans l'eau, le prédateur toujours en mouvement, et des détails déchirants réservés aux seuls enquêteurs. Malgré 3 jours de recherches intensives, les restes de Stephen ne furent jamais retrouvés. Sa planche de surf, découverte flottant à proximité, portait de profondes traces de morsures qui seraient par la suite analysées afin de déterminer l'espèce de requin responsable. Mais au-delà des investigations scientifiques, la réalité demeurait la même. Stephen avait disparu et sa partenaire, sa famille ainsi que ses amis se retrouvaient face à une perte insupportable. Dans les jours qui suivirent, sa famille publia un communiqué émouvant, le décrivant comme une personne incroyable, un homme qui chérissait ses proches, qui portait un profond amour pour la nature et qui avait vécu sa vie avec passion et bienveillance. Ils rappelèrent qu'une semaine seulement avant sa mort, il avait surfé ce qu'il considérait comme l'une des meilleures vagues de sa vie, partageant ce moment avec un dauphin. Même dans la tragédie, ils honorèrent les valeurs auxquelles ils tenaient, affirmant avec force qu'ils n'auraient jamais soutenu l'abattage de requins ni aucune forme de représailles contre la créature qui avait mis fin à sa vie. La mort de Stephen fut la dernière d'une série d'attaques mortelles de requins au large de la côte d'Espérance, une région qui avait déjà connu 3 incidents similaires au cours des 8 dernières années. Chaque nouvelle attaque ravivait des blessures au sein de la communauté locale, relançant les débats sur les mesures de lutte contre les requins et sur les dangers tapis dans les eaux de l'Australie occidentale. Alors que l'océan retrouvait son apparente tranquillité, cette perte demeurait une présence obsédante. Stephen Payne était parti à l'aventure, en quête de la liberté des vagues et du simple plaisir de la route. Mais il est devenu un nom de plus sur la liste grandissante de ceux qui ont perdu la vie face aux forces indomptées de la nature. Ce qui devait être l'un des moments les plus heureux de la vie de Sarah Cusack, une période marquée par l'attente impérieuse de son mariage et l'arrivée de son premier enfant, fut brutalement interrompu de la manière la plus inimaginable. Un acte de violence aléatoire transforma son avenir en une tragédie que personne n'aurait pu prévoir, ne laissant que dévastation et questions sans réponse. En février 2009, Sarah, une femme de 36 ans originaire de Savannah, Géorgie,
avait passé de nombreuses années à travailler comme chef à bord de yachts pilotés par son fiancé, Cheshire McIntosh. Le couple attendait avec impatience la naissance de leur petit garçon au mois de mai. Leur mariage était prévu pour mars et ils avaient imaginé un avenir commun, naviguant dans les Caraïbes et partageant leur amour tant pour l'océan que pour l'un l'autre. Ils s'étaient rencontrés plusieurs années auparavant, aux Fidji, alors que Sarah était en vacances et que Cheshire participait à une régate. Ce fut le début d'une belle histoire qui les mena à Puerto Rico en février 2009, où ils comptaient prendre le large en direction des îles Vierges britanniques. Le matin du 4 février, Sarah décida d'aller faire un jogging près d'une marina à Ceiba, Puerto Rico. Garder sa routine d'exercice était important pour elle, même pendant sa grossesse, bien qu'elle ait commencé à modérer l'intensité de ses entraînements. Elle demanda à un employé de la marina de lui conseiller un bon parcours de course d'environ 5 miles, mais à un moment donné, elle perdit son chemin et se retrouva sur une route de campagne déserte. C'est là que son destin croisa celui d'un homme qui allait changer sa vie à jamais. Eliezer Marquez Navedo, un homme local de 36 ans au passé violent, repéra Sarah qui courait seule. Il l'attendait, le coffre de sa voiture grand ouvert, prêt à tendre une embuscade. Alors qu'elle passait, il la saisit et la força à monter dans le coffre qu'il referma brutalement avant de s'enfuir. Consciente du danger, Sarah attrapa son téléphone et passa un appel désespéré. Elle composa le numéro d'un employé de la marina, suppliant de l'aide et décrivant son enlèvement. L'appel, empreint de panique, poussa immédiatement l'employé à alerter les autorités. Sarah réussit également à contacter Cheshire, son fiancé, depuis le coffre de la voiture. Dans ces instants terrifiants, elle lui confia qu'elle savait qu'elle ne survivrait pas. Bien qu'elle ait toujours été une battante, à cet instant précis, elle comprit qu'il n'y avait aucune issue. Pendant ce temps, les autorités tentaient de localiser le signal de son téléphone, en luttant contre la montre. Moins d'une heure après cet appel final, le corps de Sarah fut découvert dans un champ. Sa gorge avait été tranchée et sa vie, tout comme celle de son enfant à naître, avait été arrachée dans un acte de brutalité insensé. Peu après, la police retrouva Marquez dans son Chevrolet Cavalier, taché de sang. Il possédait encore le téléphone de Sarah ainsi que des cordes et quelques mèches de cheveux. Dans un premier temps, il affirma que le sang sur ses vêtements provenait d'un cheval blessé. Mais il finit rapidement par avouer. Le crime choqua tant la communauté locale que ceux qui connaissaient personnellement Sarah. Marquez fut rapidement inculpé pour ses nombreux méfaits. L'affaire prit une dimension encore plus glaçante lorsque les enquêteurs découvrirent que sa mère avait été condamnée en 1992 pour avoir tranché la gorge de 2 jeunes enfants. Son passé violent et une ancienne accusation d'homicide en 1995, pour laquelle il avait été acquitté, soulevèrent de nombreuses interrogations quant à la raison pour laquelle il avait pu rester libre et commettre un acte aussi odieux. Lors de ces audiences, Marquez manifesta peu d'émotion. En mai, il reconnut l'ensemble des chefs d'inculpation et fut condamné à 105 ans de prison. Bien que la peine fût particulièrement sévère, pour les proches de Sarah, aucun châtiment n'aurait pu effacer la perte qu'ils avaient subie. Cheshire, dévasté par cette tragédie, demanda à préserver son intimité afin de pouvoir faire son deuil. Leur maison à Savannah avait déjà été préparée pour l'arrivée du bébé, avec une chambre spécialement aménagée pour l'enfant qui ne verrait jamais le jour. Les instants finaux de Sarah, passés dans la terreur tout en se battant jusqu'au bout, laissèrent une empreinte indélébile sur tous ceux qui la connaissaient. Mais ceux qui l'aimaient garderont toujours en mémoire la personne qu'elle était. Yuranis Vanegas Peña profitait de vacances en famille dans les eaux paisibles de Haynes Cay, un lieu pittoresque au large de l'île colombienne de San Andrés. Le chaud soleil des Caraïbes se reflétait sur les vagues pendant qu'elle nageait, inconsciente du danger qui s'approchait. Ce qui devait être une journée insouciante en mer se transforma en une tragédie inimaginable, un accident fatal qui envoya des ondes de choc dans la région. Yuranis, 24 ans, était étudiante originaire de Cajica, une ville du centre de la Colombie. Brillante et ambitieuse, elle s'était rendue à San Andrés pour une escapade avec ses proches, profitant de l'occasion pour se détendre et savourer l'île. Réputée pour son esprit aventureux, c'était une jeune femme avec un avenir prometteur. Ses vacances étaient censées lui offrir une pause bien méritée dans ses études, un moment pour se relaxer et créer des souvenirs inoubliables en famille. Mais en quelques instants, tout bascula. Dans l'après-midi du 8 septembre 2023, Yuranis nageait avec sa famille dans les eaux peu profondes de Haynes Cay. La région, reconnue pour sa beauté naturelle, en était prisée par les touristes en quête d'une escapade paisible. Yuranis évoluait dans l'eau, n'ayant aucune raison de suspecter qu'un danger se cachait juste sous la surface. Sans avertissement, un petit hors-bord s'approcha, son moteur fendant l'eau. Le capitaine, ignorant la présence de Yuranis, poursuivit sa route. L'embarcation la heurta violemment et son hélice lacéra son corps en un instant. L'impact fut catastrophique. Son bras et sa jambe furent sectionnés.
et l'eau autour d'elle se teinta de rouge alors qu'elle luttait désespérément. Les nageurs présents réagirent avec horreur. Certains crièrent, tandis que d'autres restaient figés, choqués par la réalité de l'instant. Prenant conscience de l'erreur dévastatrice, le capitaine s'arrêta immédiatement et se précipita pour porter secours. Il la sortit de l'eau et fonça vers l'établissement médical le plus proche, le Clarence Lind Newbold Memorial Hospital. Mais les blessures étaient trop graves. La perte de sang fut immense et, lorsqu'il arriva, rien ne put être fait. Elle avait déjà succombé à ses blessures. La jeune femme prometteuse, partie pour des vacances joyeuses en famille, avait disparu. L'incident laissa la communauté insulaire et le pays en deuil. Les autorités ouvrirent une enquête et le capitaine se rendit volontairement afin de coopérer avec l'instruction. Le gouverneur de San Andrés, Everett Hawkins, exprima sa tristesse face à cette tragédie et reconnut l'urgence de renforcer les mesures de sécurité. Cet accident n'était pas un cas isolé, des incidents mortels similaires s'étaient déjà produits par le passé. Le gouverneur appela à une action immédiate pour éviter de nouvelles pertes de vie, proposant d'imposer des restrictions aux bateaux dans les zones de baignade. Il exhorta les législateurs à donner la priorité à la sécurité plutôt qu'aux intérêts commerciaux, soulignant que la réputation de l'île en tant que destination touristique ne servait à rien si les précautions élémentaires n'étaient pas respectées. Alors que la famille de Ioannis se préparait pour ses funérailles, elle devait affronter la perte dévastatrice d'une fille, d'une sœur, d'une jeune femme aimée dont la vie avait été écourtée dans un accident absurde. Les paysages glacés d'Islande attirent depuis longtemps des aventuriers désireux d'admirer de près la beauté figée de la nature. Par un après-midi apparemment ordinaire du 26 août 2024, un groupe de touristes partit explorer une grotte de glace nichée sous le glacier Breiðamerkurjökull, sans se douter que leur périple se conclurait par une catastrophe. Un Américain, dont le nom n'a pas été divulgué, visitait l'Islande avec sa compagne. Tous deux, citoyens américains, étaient vraisemblablement venus découvrir les célèbres merveilles glaciaires du pays où des couches de glace ancestrales donnent naissance à des formations époustouflantes. Ils avaient rejoint une visite guidée avec 21 autres personnes représentant plusieurs nationalités afin d'explorer les impressionnantes grottes de glace qui se forment temporairement sous le glacier. Ces grottes, souvent instables, sont accessibles uniquement lors d'excursions organisées par des guides expérimentés formés pour évaluer les risques. Ce dimanche après-midi, le groupe s'est aventuré dans la grotte de glace, entourée par d'intenses parois bleues sculptées au fil des siècles. Mais derrière cette beauté se dissimulait un danger invisible. Un peu avant 15 heures, heure locale, alors que les touristes se tenaient dans un ravin situé entre plusieurs ouvertures de la grotte, la catastrophe s'abattit. Sans aucun avertissement, une section du mur de glace céda, s'écroulant dans un fracas assourdissant. D'énormes blocs de glace ensevelirent plusieurs personnes, y compris le couple américain, tandis que le reste du groupe se précipitait vers un endroit sûr. Des témoins évoquèrent le son terrifiant ainsi que l'activation en trombe des guides touristiques tentant d'évaluer la situation. Immédiatement, des appels au secours furent lancés, déclenchant une opération de sauvetage d'envergure. En quelques heures, plus de 200 secouristes se mobilisèrent sur place, œuvrant sans relâche pour dégager la glace écroulée. L'isolement du lieu et le terrain accidenté du glacier rendaient presque impossible l'acheminement de machines lourdes, contraignant les sauveteurs à déblayer la glace manuellement à l'aide de tronçonneuses et de pelles. Chaque seconde comptait de crainte que d'autres effondrements ne surviennent. Après des efforts acharnés, les équipes de secours retrouvèrent le couple américain enseveli sous les débris. L'homme avait subi des blessures mortelles et fut déclaré décédé sur les lieux. Sa compagne, bien que blessée, était encore en vie et fut rapidement évacuée par hélicoptère vers un hôpital de Reykjavik. Son état demeure inconnu. Des premiers rapports laissaient penser que 2 autres touristes étaient portés disparus, ce qui déclencha une recherche urgente s'étendant jusque tard dans la nuit. Toutefois, lors de l'examen des registres de la compagnie d'excursion, les autorités découvrirent une erreur. Seulement 23 touristes participaient à l'excursion et non 25, comme on l'avait initialement supposé. Malgré cette révélation, les sauveteurs continuèrent leur intervention jusqu'à ce que toute la glace écroulée soit dégagée afin de s'assurer que personne ne fût oublié. À la suite de ce drame, des interrogations s'élevèrent concernant la sécurité des visites des grottes de glace et les risques inhérents à l'exploration des glaciers. L'association des guides de montagne islandais réclama une enquête sur l'effondrement ainsi que l'instauration de réglementations plus strictes pour encadrer ces excursions. Bien que ces sorties soient généralement encadrées par des professionnels aguerris, la nature imprévisible des environnements glaciaires fait que même les expéditions les mieux préparées comportent des risques inhérents.
Les responsables insistent sur le fait qu'aucune indication préalable ne signalait que les conditions, au Breida Mercure Cool, étaient dangereuses ce jour-là. Cependant, dans un contexte où le changement climatique accélère la fonte des glaciers, les experts mettent en garde, l'intégrité structurelle de ces formations se détériore de jour en jour. L'identité de la victime n'a pas encore été rendue publique, mais sa mort a provoqué une onde de choc aussi bien auprès des autorités locales que de la communauté internationale du tourisme. Le département d'État des États-Unis a confirmé l'incident et exprimé ses condoléances aux proches, offrant une assistance consulaire à la survivante. Pendant ce temps, les responsables islandais préparent un rapport destiné à revoir les normes de sécurité pour les prochaines excursions. Ce qui avait commencé comme une journée d'exploration et d'émerveillement s'est achevé par une perte dévastatrice. En 2024, Elizabeth McElmurray se lança dans ce qui était censé être un voyage chargé de sens aux côtés de sa mère. Une aventure qui ne se résumait pas simplement à un périple mais à un hommage rendu à un être cher. Ce qui avait débuté comme un voyage solennel et porteur d'espoir prit rapidement une tournure dévastatrice, plongeant sa famille et ses compagnons de voyage dans le choc et le chagrin. Âgée de 48 ans et résidente de Wakefield, dans le Massachusetts, Elizabeth travaillait comme responsable pour Circle K. Réputée pour l'intensité de son amour familial et sa nature chaleureuse, ses attentions ne se limitaient pas qu'à ses proches, mais s'étendaient également aux animaux. Avec sa mère, elle avait embarqué à bord du Sky Princess, un paquebot qui avait quitté Fort Lauderdale en Floride le 15 décembre pour un voyage de 8 jours à travers les Caraïbes. Ce périple avait une signification particulière. Elle se rendait en Jamaïque afin de disperser les cendres du défunt époux de sa mère sur sa plage préférée, un rituel offrant ainsi une forme de clôture pour adresser un dernier adieu en un lieu chargé de souvenirs précieux. Pendant près d'une semaine, tout se déroula comme prévu. Le Sky Princess sillonnait des eaux turquoises et faisait escale dans des destinations telles que Cozumel, Ocho Rios ou encore Georgetown. Elizabeth partagea même en ligne une photo d'elle et de sa mère souriante lors de leur première journée à bord. Pourtant, à l'approche de la fin du voyage, alors que le navire amorçait son retour vers Fort Lauderdale, tout bascula. Le 21 décembre, la veille de l'arrimage prévu du paquebot, un événement à la fois choquant et tragique survint. Selon les témoignages, Elizabeth tenta de sauter par-dessus bord depuis l'un des ponts supérieurs. Mais au lieu de s'éloigner de la structure du navire, elle dégringola violemment pour heurter le pont d'un canot de sauvetage situé à environ 10 niveaux en dessous. L'impact fut terrible. L'aponévrissement fut tel qu'un passager raconta même avoir brièvement agrippé le bras d'Elizabeth avant qu'elle ne s'effondre, sans pouvoir la retenir. Des témoins, présents à proximité, virent avec horreur cette scène qui se déroula devant leurs yeux et certains partagèrent leurs récits en ligne, décrivant le moment comme profondément perturbant. L'équipage du navire réagit immédiatement. Le personnel médical d'urgence se précipita vers le pont inférieur dans une tentative désespérée de stabiliser son état. Malgré leurs efforts, Elizabeth ne put être réanimée. Sa mort fut annoncée plus tard dans la journée via le système d'interphone du navire. Le capitaine du bateau aborda la tragédie avec gravité en reconnaissant le traumatisme engendré par l'événement et en informant les passagers de la disponibilité de services de soutien psychologique. Les autorités, tant locales que fédérales, ouvrirent une enquête sur cet incident, bien qu'aucune conclusion définitive n'ait encore été rendue publique. Princess Cruises publia un communiqué exprimant ses condoléances et confirmant que, bien qu'Elizabeth ait tenté de passer par-dessus bord, elle était en réalité tombée sur le pont inférieur. La compagnie assura sa pleine coopération avec les enquêteurs afin de comprendre les circonstances entourant ce drame. La mère d'Elizabeth, submergée par le chagrin, publia un message remerciant l'équipage du navire pour sa gentillesse et son soutien durant cette épreuve inimaginable. Le frère et la sœur cadet d'Elizabeth lui rendirent également hommage, se souvenant d'elle comme d'une femme profondément attachée à sa famille et dotée d'un lien particulier avec les animaux. Sa sœur exhorta chacun à chérir ses proches, à trouver la beauté même dans les moments d'adversité et à exprimer leur amour avant qu'il ne soit trop tard. La compagnie de croisière ait confirmé qu'elle avait tenté de passer par-dessus bord, les raisons de ce geste demeurèrent obscures. Pour ceux qui la connaissaient, l'incompréhension face à cette perte était immense, et ils ne pouvaient que se raccrocher au souvenir de la femme qui avait tant compté pour eux. Le décès d'Elizabeth figura parmi plusieurs incidents de chute par-dessus bord signalés en 2024, mais pour ceux qui la connaissaient, ce n'était pas une statistique de plus, c'était une perte incommensurable.